Bonjour, bienvenue. Je suis Céline Milok, spécialiste de la périnatalité consciente. Et aujourd'hui, j'accueille trois sages-femmes pour vous parler du choix de la sage-femme lorsqu'on va être maman ou lorsqu'on est déjà maman et qu'on accueille un enfant en plus. Alors, en fait, j'ai un accompagnement de 9 mois qui s'appelle une grossesse en conscience et sur laquelle j'invite vraiment les parents à avoir une sage-femme à leur côté, que ce soit pour la naissance, pour la grossesse ou pour le postpartum. Et souvent, les parents sont un peu perdus de comment je fais pour choisir ma sage-femme, comment est-ce qu'on fait en fait ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui d'inviter trois sages-femmes qui sont d'horizons différents pour pouvoir vous parler du rôle de la sage-femme et du rôle de la sage-femme qui peut être différent d'un pays à l'autre. Puisque les trois sages-femmes qui sont là aujourd'hui, Mathilde, Florine et Amandine, ont des pratiques qui sont assez différentes. Elles vont vous présenter un peu ce qu'elles font. Qui veut commencer, les filles? Dites-moi. Allez, je veux bien commencer. Je t'en prie, Mathilde, vas-y. Donc, bonjour toutes les trois. Donc, je m'appelle Mathilde Croux. Je suis sage-femme en Bretagne, plus particulièrement dans les Côtes-d'Armor. Je suis sage-femme libérale, donc ça veut dire que je ne travaille pas du tout en hospitalier. J'ai mon cabinet. Les femmes, les couples viennent me consulter au cabinet et je vais également à domicile pour certaines situations. Donc, je fais plusieurs choses. D'abord, on s'occupe de la santé de la femme en général en tant que sage-femme. Donc, c'est gynécologie et obstétrique. Et en ce qui concerne les grossesses, je fais du suivi de grossesse, de la préparation à la naissance. Et les femmes vont accoucher ensuite à l'hôpital, à la maison, en fonction de leur choix et des disponibilités des sages-femmes qui accompagnent les femmes pour un accouchement à la maison si elles le souhaitent. Et ensuite, moi, je peux me déplacer également à domicile pour m'occuper de la femme et de l'enfant dans leur environnement à eux et voir tout ce que je peux leur apporter, répondre à leurs questions, parce que c'est jamais la même chose quand on a été bien chouchouté à l'hôpital et qu'on se retrouve un petit peu livré à soi-même derrière. Voilà. Merci, Mathilde. Merci. Amandine, peut-être, tu peux te présenter? Oui, avec joie. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, je m'appelle Amandine Martin. Je suis une sage-femme qui a été formée en France, diplômée il y a 12 ans. Et j'ai voyagé beaucoup. Juste après mon diplôme, je suis allée vivre plusieurs années sur le continent africain, à Madagascar. Et puis ensuite, j'ai travaillé en France aussi comme sage-femme libérale, comme Mathilde. J'ai accompagné des accouchements à domicile dans le nord de la France. Donc, j'avais moi aussi mon cabinet. J'accompagnais les femmes à plusieurs étapes de leur vie, notamment avec le suivi gynécologique dont tu parlais, et aussi pour la mise au monde de leur bébé à la maison. Et puis aujourd'hui, je vis au Brésil où je travaille sous une forme un petit peu différente parce que je travaille en lien avec les sages-femmes traditionnelles brésiliennes ici. Donc, j'ai toujours ma base de sage-femme française, formée, comme on l'a été toutes. Et en même temps, je travaille essentiellement à domicile. Je n'ai même pas de cabinet aujourd'hui. Et donc, j'accompagne les couples pour toute la durée de leur grossesse, au moment de leur accouchement à domicile et dans les suites. Tout ça à la maison, d'une façon toute simple, mais particulièrement savoureuse pour moi. Donc, je me suis enrichie de beaucoup de ces cultures dans lesquelles j'ai été immergée. Et aujourd'hui, je travaille exclusivement ici, en tout cas en tant que sage-femme. Après, j'ai plein d'autres casquettes de thérapeute, notamment au niveau du féminin. Donc, j'accompagne des cercles de femmes. Je donne plein d'ateliers aussi avec des Européennes à distance. Et voilà, aujourd'hui, mon travail de sage-femme, c'est celui-là, essentiellement à domicile. Merci. Florine. Bonjour, moi je suis sage-femme par contre à mi-temps en hospitalier et à mi-temps à la maison où je propose de la préparation à la naissance soit chez les couples, soit en piscine et un accompagnement après la naissance à domicile, plus alors tout ce qui est massage bébé, massage maman et d'autres casquettes aussi, pas rien que par rapport à l'obstétrique. Un peu différent en Belgique où les sages-femmes sont vraiment plus cantonnées à la grossesse.
moi, toute à la femme en général. En tout cas, sur Liège, notre domaine de prédilection, c'est vraiment la grossesse. Et c'est ce avec quoi je travaille. Oui, peut-être qu'on pourrait commencer par ça, un peu parler des différents types d'accouchement. De rappeler aux couples qu'ils ont la possibilité de choisir leur lieu d'accouchement, que ce soit l'hôpital, la maison de naissance ou la maison d'ailleurs. Et de préciser peut-être vous, votre approche et ce que vous pouvez observer comme différences qui peuvent exister, parce que notamment entre la Belgique et la France, la position de la sage-femme est complètement différente. Donc voilà. Si certaines d'entre vous ont envie de partager autour de ça, je vous en prie. Alors moi, je veux bien démarrer déjà pour exprimer aux parents que le plus important, c'est de se placer au centre du processus. Et j'aime beaucoup dans ton approche, Céline, c'est-à-dire quand tu parles du choix, c'est de se sentir libre de pouvoir choisir son lieu d'accouchement parce que c'est un moment extrêmement intime, extrêmement familial, extrêmement personnel. Et donc, je crois que c'est ça l'essentiel, c'est déjà de se placer dans cette posture-là, dans la position de celui ou celle, de ceux qui ont le droit de choisir. Déjà, la forme qu'ils voient pour cette naissance. Alors, bien sûr, on peut aussi choisir une sage-femme pour être accompagnée, mais si on focus sur l'accouchement, ce que tu proposes, Céline, de dire un peu comment je vois la venue de cet enfant, comment je vois cet accueil-là, comment je l'imagine. Parce qu'à partir de là, je pense que le choix de l'équipe ou de la sage-femme qui va nous accompagner sera beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Et en pensant bien que les sages-femmes, elles sont au service des familles. Elles ont, pour la plupart, et je vois que les sages-femmes font oui de la tête, elles dédient leur vie à être au service des formats de naissance qui vont être les plus justes possibles pour les familles. Donc, si la famille, elle n'est pas très au clair, qu'elle ne s'est pas bien posée à l'intérieur, qu'elle n'a pas bien fait le point sur ce qu'elle souhaitait, c'est très rare que ça vienne de l'extérieur. Ou bien alors, si ça vient de l'extérieur, on peut se sentir, je ne sais pas si j'ai reçu l'accompagnement que je souhaitais, ou on peut se sentir très déçu. Et moi, j'ai rencontré tellement de familles, surtout pendant mon exercice en France, beaucoup de couples, de femmes qui se sentaient vraiment déçues de la forme de leur naissance. Et à la réflexion, finalement, au moment de la grossesse, il n'y avait pas forcément eu ce mouvement vers l'intérieur, vers le centre, pour venir choisir. Donc, je crois que c'est vraiment de l'ordre de cette... en tout cas, j'invite à cette responsabilité des familles de venir d'abord faire ce mouvement vers l'intérieur avant d'ouvrir. Ah ben tiens, qui va pouvoir m'apporter cet accompagnement? Oui, c'est vraiment, tu sais, la base de l'accompagnement à une grossesse en conscience. C'est vraiment ce mouvement-là de comment, ensemble, on crée cet espace nouveau de la famille ou de la famille qui s'agrandit. Qu'est-ce qu'on met, en fait, dans cette équipe qui entoure l'agrandissement de la famille? Et c'est tellement riche de voir les parents qui se réapproprient ça. C'est magnifique. Et l'importance de la responsabilité du choix, justement, qu'on choisit et où on est acteur vraiment de la naissance, mais du suivi et de la préparation et de comment on va mettre en place et on choisit les intervenants qui viennent autour de nous, quoi. Ça, je trouve que c'est ultra... que les mamans et les familles soient acteurs, actrices de leur histoire. Oui. Et Mathilde, tu veux bien, toi, peut-être un peu nous parler justement des différentes possibilités et puis des différentes possibilités d'accompagnement de sage-femme aussi? Alors, en France, la sage-femme peut être le personnel de santé qui suit la femme du début de sa grossesse jusqu'à sa naissance, même jusqu'à son retour à domicile et même des mois suivants pour accompagner la femme et l'enfant lors de problématiques d'allaitement, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est suivi de grossesse, donc médical, avec les bilans biologiques, avec l'examen de la femme, tout ce qui est échographie peut être fait par les sages-femmes, tout ce qui est accouchement, donc à l'hôpital, dans mon secteur, c'est comme ça que ça se passe, tout ce qui est retour à domicile, soit un retour précoce, donc les femmes peuvent accoucher à la maternité et rentrer. Alors,
La semaine dernière, on m'a parlé de 6 heures après l'accouchement à la maison. Donc, c'est tout nouveau. Je n'ai pas encore expérimenté. J'ai grande hâte. Et ensuite, tout ce qui est accompagnement à domicile, surveillance du poids, surveillance de la femme dans ses jours de postpartum. Et bien sûr, c'est rigolo que je l'oublie parce que c'est la majeure partie de mon métier, la périnéologie, donc la rééducation du périnée. J'en fais énormément, c'est mon dada. J'aime beaucoup accompagner les femmes dans cette prise de conscience concernant le périnée, concernant leur féminité, leur maternité. Et c'est un gros travail qui me tient à cœur. Voilà. Yes. Du coup, dans le choix de la sage-femme, il y a vraiment ce qu'Amandine ramenait, c'est ce choix de la naissance vers laquelle on va ensemble. Donc, où est-ce que je me sens le plus en sécurité pour accoucher? Parce que c'est vraiment la base, en fait. Hein. Le mouvement de l'accouchement, c'est juste un mouvement d'ouverture énorme. Et donc, où est-ce que je vais me sentir en sécurité et en compagnie de qui pour m'accompagner dans ce grand mouvement qui est avant tout intérieur pour aller rencontrer ce bébé, cet être qui sort de mon ventre. Est-ce qu'une de vous a envie de partager là-dessus? Moi, je veux bien. Donc, j'ai rencontré Céline sur une formation de touche affective, donc d'autonomie, et j'étais déjà sensibilisée à ça de par mes grossesses à moi, mais là, j'avais vraiment très envie de transmettre et d'accompagner les couples dans cette démarche-là, qui est vraiment une démarche d'ouverture et de rencontre de l'autre, même de rencontre dans le couple, sur une dimension qui leur est encore bien inconnue jusque-là. Le choix de la sage-femme, il va se faire aussi un peu de cette manière-là. Ce qui est chouette maintenant, c'est qu'on a vraiment tout un panel de professionnels que l'on peut rencontrer. Et oui, on peut juste aller voir une sage-femme pour dire j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de savoir ce que vous avez à me dire et j'ai envie de savoir comment ça vibre avec vous. Et c'est chouette et c'est possible, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en libéral, c'est possible. Donc on a tout un petit réseau de sages-femmes qui ont des compétences très très variées. Et l'importance du travail entre professionnels aussi, de ne pas s'accaparer les femmes et de les laisser s'ouvrir et se donner la possibilité d'aller visiter ce qui se passe ailleurs et de choisir c'est ce qu'il y a de meilleur. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, la complémentarité est vraiment top, que ce soit pluridisciplinaire ou même entre différentes sages-femmes qui proposent, suivant leur parcours ou leur vécu, des choses très différentes. Et ça amène du plus et pas une dépendance à une personne pour la grossesse. Et que du coup, les familles, les mamans en sont capables seules et qu'on gravite autour, en fait. Et ça, c'est de leur rendre ce pouvoir-là qu'elles peuvent avoir perdu ou qu'elles ne pensent pas avoir. Sur ça, je trouve que, et du coup, la richesse d'avoir différents intervenants, que ce soit médicaux, paramédicaux, chamaniques, enfin, voilà, plein d'intervenants, je trouve que ça amène une ouverture. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur ce choix, hein, cette possibilité aussi d'aller visiter et puis d'aller sentir la personne avec laquelle on va se sentir le mieux pour vivre, comme tu le disais Céline, cette immense ouverture, hein, qui est aussi un moment, le moment de l'accouchement, c'est aussi un moment qui fait partie de notre sexualité. Hein, c'est un moment où exactement les mêmes hormones que celles que l'on va sécréter au moment où on peut s'abandonner à un orgasme, ce sont ces hormones-là qu'on va sécréter au moment où on va mettre au monde notre bébé, hein, comme la clôture de ce grand cycle qui a commencé par, pour beaucoup en tout cas, par une conception et qui a fait partie de cette sexualité du couple. Et alors, tout comme on aurait besoin d'un environnement particulier pour s'abandonner à un orgasme, quel environnement je vais choisir pour pouvoir m'abandonner à cet accouchement, à ce moment où effectivement, je vis ce moment d'immense ouverture, d'immense expansion, où oui, on perd nos repères, hein, pour se perdre dans cette naissance et se retrouver
comme la mère de cet enfant. Et donc, l'environnement est essentiel. Il peut y avoir effectivement des personnes différentes qui vont nous accompagner pendant toute cette préparation, ce processus qui est la grossesse, comme ces préliminaires de ce grand moment qu'est l'accouchement. Et qu'on puisse aller piocher dans les énergies de plusieurs, tout simplement parce que nous tous, accompagnants de la naissance, quelle que soit notre place, je crois que nous sommes des piliers pour que ce processus il puisse avoir lieu de la manière la plus fluide possible pour cette famille, pour ce couple, pour cette femme et pour ce bébé. Et moi, je sens beaucoup aussi que les bébés orchestrent ces rencontres d'une certaine manière depuis là où ils sont et que bien souvent, quand j'arrive dans le champ d'une famille, c'est bien souvent que je sens que c'est le bébé qui est venu me chercher quelque part. Donc, je crois que tout simplement parce que je sens qu'au moment des naissances, les bébés s'appuient aussi beaucoup sur les personnes présentes, humaines, incarnées, alors qu'eux, ils vivent cette incarnation. Et bien souvent, ils viennent et ils s'appuient en partie sur nous, ils s'appuient énormément sur leurs parents, évidemment, mais ils peuvent aussi s'appuyer sur la personne qui est là pour les accompagner. Et à l'heure du vertige, juste avant de plonger peut-être la première, il arrive qu'ils s'appuient beaucoup sur notre présence. Donc, ça nous demande beaucoup d'humilité, beaucoup de présence à nous. Et je crois aux parents, beaucoup d'intuition et de simplement s'écouter. Et si c'est pas facile de le mentaliser, tant quelle serait la meilleure sage-femme, attends la distance, attends combien elle demande, attends mais c'est quoi le rythme, et de venir vraiment de descendre dans le corps. Voilà, comme tu le disais Mathilde, de venir comment ça vit pour moi, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur. Et je crois que c'est ça le plus important, qu'une fois qu'on est bien au centre, qu'on a tout ce choix de pouvoir venir sentir avec qui je vais me sentir suffisamment à l'aise, suffisamment enveloppé ou pas, parce que parfois on a envie de vivre ça d'une manière super autonome, puis on a justement envie de gens peut-être un peu plus à distance. En fait, tout est possible, mais avec quel environnement je vais me sentir la plus à l'aise aussi pour m'abandonner à ce moment-là de la naissance. Oui, et j'ai envie de partager parce que tu parlais des bébés. Donc, moi l'accompagnement au moment de la naissance, moi je ne suis jamais à la naissance. Je fais un accompagnement subtil à distance du bébé, vraiment de l'arrivée dans le corps. Et c'est génial d'entendre ce que les bébés partagent autour de ça. Et donc, avec certains bébés, on va revisiter ce moment de la naissance et même avec des enfants un petit peu plus grands. Et j'avais bien aimé le partage je crois qu'un petit garçon de 2 ans, quelque chose comme ça, qui disait ah oui, si on reparle de ma naissance, donc moi je vais vraiment en contact subtil, je capte les messages énergétiques qui sont lancés à ce moment-là. Et ce petit garçon il disait au moment de la naissance, il y avait papa. Il était un peu encombré, mais il était là. Et puis il parlait, il y avait un monsieur, il n'était pas là. Il était tracassé pour quelqu'un de sa famille. Et là, la maman qui était en présence avec son petit garçon de 2 ans, elle me dit oui, le gynécologue, il nous a dit qu'il y avait sa tante qui était mourante et il chantait bien qu'il n'était pas présent. Et le bébé confirmait, le petit garçon confirmait. Et puis alors, il a parlé, ce petit garçon-là, et il y avait une femme. Elle était douce. Elle était douce. Et elle tenait la main de maman. Et c'était la sage-femme. Cette sage-femme qui, pour cette naissance, était hyper en présence. Et c'est aussi cette idée pour moi, si des professionnels voient cette vidéo, de leur témoigner combien, mon Dieu, votre présence, ce que vous incarnez au moment de la naissance d'un être sur Terre, mais c'est capital. Lâchez tous vos encombrements, vos limitations, vos trucs pour juste être là avec lui, dans cette équipe qui lui permet de venir habiter complètement toutes les zones de son corps. Et je crois que pour moi, c'est un des souhaits le plus fort pour notre humanité, c'est que tous ces bébés puissent être accueillis avec cette ouverture-là. Et peu importe le lieu, peu importe. On a tellement besoin de ça. Est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à partager autour de ça? Oui, j'aimerais rajouter, c'est tellement beau, tellement inspirant. On prenait tout le temps d'intégrer, je chantais ce que tu venais de dire. Merci pour ça. Et simplement pour dire qu'on va choisir des personnes humaines à nos côtés aussi, des personnes qui vont être avec ce qu'elles seront ce jour-là.
et que ces bébés, ils s'appuient sur notre humanité aussi. Et donc, ces êtres humains que sont les parents, voilà, qu'ils puissent sentir quel autre être humain ils vont vouloir tout simplement à leur côté pour ce moment, et en toute honnêteté aussi avec qui ils sont et en toute ouverture, parce que c'est un métier effectivement de grande responsabilité et que l'on fait, comme on est sage-femme, si on parle spécifiquement de ce métier-là, parce qu'il y a plein d'autres corps de métier qui accompagnent les naissances. Et c'est un métier de grande responsabilité et en même temps, peut-être la plus grande responsabilité, c'est simplement ce jour-là d'être, comme tu disais, dans cette présence avec juste tout simplement qui l'on est. Voilà, dans cette humilité-là, dans cette entièreté-là, que les bébés puissent s'appuyer effectivement sur notre humanité pour devenir humain. Mm. Oui, moi, par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle, c'est vraiment un déclic de se dire qu'on est à passage, on aide à un passage d'âme ou de vie ou de mort ou d'état, un passage d'états différents. Et ça, c'est assez puissant à ressentir et la satisfaction d'avoir réussi ce passage tel qu'on pouvait le permettre à ce moment-là, peu importe un peu tout ce qui se passe autour. Donc voilà, c'est vraiment une révélation au quotidien et chaque, en fonction des mamans, en fonction des papas, en fonction de leur histoire à eux, en fonction de l'incarnation du bébé chez la maman. Et ce moment privilégié de pouvoir accompagner ces naissances est magique. Oui, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour les parents qui ne souhaitent pas qu'une sage-femme soit présente à la naissance, je leur propose toujours d'aller la rencontrer avant la naissance, pour justement sentir relationnellement, même si elle n'est pas présente à la naissance, relationnellement, de qui est-ce qu'on a envie en postpartum. Alors, ce que je dis toujours aux parents, et souvent pour un premier bébé, ils rigolent, c'est que, attends, quand tu as les cheveux comme ça, tu as dormi 3 heures, tu as un sein qui sort, okay. C'est quand même important de savoir, tiens, qui j'ai envie de voir à ce moment-là. Qui est-ce qui va pouvoir suffisamment être dans l'ouverture et pas être dans le jugement parce qu'il y a du bazar à la maison, parce que la vaisselle n'est pas faite, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que c'est rassurant quand la vaisselle n'est pas faite, quand on va le voir à la maison. Je trouve que c'est plutôt bon signe. Et c'est un grand cadeau quand on va... Alors, bon, pour les bébés que j'ai pu rencontrer avant ou pendant la grossesse, pendant cette préparation à la naissance, où je ne suis pas présente pour l'accouchement, et de les rencontrer après à la maison, de les incarner vraiment en petit être, de les voir, c'est un superbe cadeau. J'adore ça. J'adore ça, rencontrer ces bébés et rencontrer ces femmes qui changent de statut, alors quand c'est leur premier enfant, qui passe du statut de fille de quelqu'un au statut de mère de quelqu'un, je trouve ça merveilleux. Et prendre le temps de le faire à domicile, dans leur quotidien, ça donne une dimension qui est plus intéressante, ça donne une dimension nettement plus vaste que quand de temps en temps je vais les voir dans leur chambre en maternité, c'est jamais la même vibration. Oui, il y a ce rapport à l'intime aussi. La sage-femme, c'est une personne qui entre dans votre intimité. Alors, le gynécologue peut voir une partie de votre intimité, mais alors je ne sais pas si ça se fait, mais je crois que je n'ai jamais vu un gynécologue à domicile. Ça existe, les gynécologues à domicile? Je crois pas, en tout cas pas à ma connaissance. Je ne connais pas d'équipe, en tout cas en France, dont les gynécologues accompagnent les accouchements à domicile. Non, moi non plus. Même en postpartum. Non. Je l'avais vu. Oh, les copains, les copines, oui. Bon, ça compte pas. Oui. Donc, la sage-femme, oui, c'est quelqu'un qui va entrer dans votre intimité. Et cette intimité qui change tellement après la naissance d'un enfant, qui, surtout lors du premier accouchement, quand on a vécu cette ouverture, et puis peu importe ce qui s'est passé durant la naissance,
toutes ces zones du corps qui peuvent être un peu endolories, qui peuvent avoir changé, bougé. Et comment je vais me réapproprier toutes ces zones et comment elles vont être touchées. C'est aussi ça l'importance du choix de la sage-femme. C'est comment est-ce que vous vous sentez touché par cette femme-là? Quand elle pose sa main, tiens là, waouh, qu'est-ce que ça fait chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont touchés vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur? C'est vraiment hyper important de vous sentir aussi en sécurité dans ce toucher. Quand je suis à la maison, quand je vais voir ces femmes qui ont accouché et qui viennent de rentrer la veille ou l'avant-veille chez elles, donc bon, je fais beaucoup de périnéo, donc c'est vrai que c'est une grande question que de demander à ces femmes comment va votre périnée, comment vous le sentez, est-ce que vous avez mal, est-ce que vous n'avez pas mal, est-ce que vous l'occultez, est-ce que vous vous interrogez, est-ce que vous avez regardé avec une glace ou pas. Et souvent, les fils, quand il y a eu une cicatrice et quand donc, il y a eu des points de suture, les fils, après 4-5 jours, ils commencent à démanger parce que les muqueuses, ça cicatrise vite. Et c'est fréquent hein, de devoir enlever un fil ou deux à la maison. Et ce que tu disais, là, Céline, ça me fait vraiment penser à ça, de comment est-ce qu'on va toucher ou rendre accessible une zone de son corps qui a été meurtrie un petit peu pendant l'accouchement ou en tout cas malmenée. Et c'est un rôle de la sage-femme qu'il est important de prendre en conscience en tant que professionnel de santé. Hein, c'est pas juste un fil qu'on retire, c'est vraiment l'anatomie de cette femme, c'est vraiment sa sexualité en redevenir, en tout cas, que l'on aborde quand on regarde son périnée. Et même pour tout, comme tu disais, pour tout le corps. Le périnée, ça peut paraître évident, parce que c'est plus intime, mais je trouve que même le toucher n'est pas spécialement facile pour tout le monde. Et du coup, pour les bébés, la manière dont on va les toucher, on va les prendre. Personnellement, j'essaye de le faire le moins possible, que ce soit la maman ou le papa. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui passent pour eux encore plus, et ça va conditionner tout. À chaque fois, leur manière d'être touchée par quelqu'un d'autre, pas rien qu'au niveau intime périnée, je trouve dans tout le corps, vraiment, l'approche, quand on approche quelqu'un, et de leur laisser la possibilité de nous dire peut-être non, aussi, je trouve que c'est pas toujours. Là, c'est plutôt la casquette hospitalière. Ça peut pas toujours être laissé sous-entendu que c'est pas maintenant qu'on m'examine, c'est pas maintenant qu'on peut me toucher ou ok, j'y vais. Et que ça aussi, elles ont le droit de demander un temps, en tout cas, d'adaptation ou une explication. Vous parlez beaucoup du retour à la maison et je trouve ça assez intéressant. Et aujourd'hui, je vis dans une culture où il y a la mère, la voisine, la tante, la cousine, un monde fou dans la maison qui est là pour faire le repas, le ménage, s'occuper des plus grands, Et la maman, elle peut se concentrer sur son allaitement et prendre soin d'elle. Voilà. Et donc ça, je vois à quel point en France, j'étais beaucoup, beaucoup plus présente dans le postpartum qu'aujourd'hui, où finalement, je joue un rôle simplement médical. Je ne fais qu'une seule visite pour un accouchement à domicile, qu'une seule. Et après, je reste à distance, en lien, s'il y a une petite question, etc. Et finalement, tout le reste de la famille fait le reste. Voilà, je me rends compte en termes d'appui émotionnel, voilà, d'appui qu'on peut beaucoup jouer, par exemple, avec les femmes de notre culture, à nous, européennes. Je me rends compte qu'ici, finalement, c'est beaucoup pris en charge, si on peut dire, accompagné par la famille. Et pendant toute la grossesse, c'est une grosse part de leur préparation, c'est de préparer leur cercle de soutien de l'après. Et ça pendant 2 mois. 2 mois, elles ont énormément de soutien, énormément, énormément. Donc, pas toutes, évidemment, parce qu'il y a évidemment beaucoup de cultures dans un seul pays. Donc, il y a plein de... Voilà, il va quand même y avoir des femmes qui vont être un petit peu plus isolées, mais c'est extrêmement rare. Et à ce moment-là, les voisines vont avoir tellement de peine qu'elles vont venir. Voilà, il va forcément y avoir une femme qui va venir soutenir ces femmes-là. Donc, c'est comme si c'était extrêmement reconnu, la sensibilité des femmes dans ce postpartum, ça fait vraiment partie du processus, ce fameux 4e trimestre dont on parle et autres, hein, évidemment, on ne va pas lancer le débat aujourd'hui, mais et pour ce qui est effectivement des femmes qui n'auraient pas forcément cet enveloppement
de leur famille pour l'après, parce qu'on vit beaucoup par petits microcosmes de petites familles, chacun dans sa maison, ce qui a beaucoup d'avantages, mais ce qui en a peut-être moins dans ces moments-là, on aurait beaucoup plus besoin de soutien. Eh bien, oui, choisir les personnes qui vont nous accompagner, que ce soit voilà, une équipe ou une sage-femme libérale, ou, je crois, ou une doula qui a pu nous accompagner. On ne va pas parler des doulas, mais qui peuvent aussi jouer ce rôle de fil rouge pendant toute la grossesse et l'après. Des accompagnantes comme toi, Céline. Enfin, voilà, il y a plein de pouvoir avoir une référence, quelqu'un sur lequel... alors, peut-être dans l'idéal avec qui on a déjà créé de l'intimité, oui, ou qu'on a au moins rencontré une fois, comme tu le disais, Céline, que voilà, quelqu'un qui peut aussi aborder, comme tu disais, Mathilde, aussi ces parties-là intimes ou pas finalement, Florine, parce que tout notre corps, enfin voilà, et toute notre sphère à nous depuis notre intérieur. Ouais, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce soutien-là émotionnel aussi dans l'après. Et tu sais, quand une femme ici, alors que ce soit en Belgique ou en France, j'ai accompagné aussi des femmes en Afrique, et qu'on peut sentir la communauté qui est là autour. Waouh, c'est tellement magnifique. Et honnêtement, moi, je peux vraiment voir la différence dans le postpartum entre une femme qui se sent relativement isolée ou une femme qui sent qu'elle a un partenaire, qu'elle a des parents, qu'elle a des grands-parents, qu'elle a une tante, une sœur. Enfin, voilà, une communauté qui se met en place autour d'elle. Et là, vraiment, en tant que jeune parent, c'est à vous de booster votre communauté. Et je suis vraiment étonnée parce que moi, c'est quelque chose que je répète à tous les couples, mais envoyer des mails, envoyer des téléphoner, envoyer des WhatsApp, je sais pas, faites des trucs. On a tellement de possibilités aujourd'hui de se contacter et de juste dire à la communauté, les amis, tout, ok, on va vivre une grande période de transition tous ensemble. Et pour cette grande période de transition, on va avoir besoin de vous autour de nous, que ce soit en nous amenant un plat, que ce soit en étant une épaule sur laquelle on peut pleurer, que ce soit juste en venant faire une toute petite vaisselle ou un petit soin des cheveux, on s'en fout, n'importe quoi. Mais juste, en tant que parent, d'oser demander. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre à notre culture occidentale, c'est que, eh ben non, il y a comme, on s'est coupé de ça, et puis alors on demande des fois à certaines femmes, on peut le voir, elles demandent au papa de jouer toute la communauté. Et puis ce pauvre homme, au bout d'un temps, il se sent mais vraiment épuisé et il ne se sent pas disponible à ça. Alors qu'au départ, il est plein de bonne volonté et il a un cœur immense. Mais il ne saurait pas être une communauté à lui tout seul. Du coup, c'est vraiment cette préparation déjà durant la grossesse de dire, OK, justement, il y a la sage-femme, il y a tout ça, il y a tout ce monde, mais c'est comment je crée cette communauté qui accueille mon tout petit et qui va me permettre à moi, femme, d'entrer dans cette nouvelle dimension de mon être. Parce que je ne sais pas si, parce que je sais bien que vous êtes toute maman, donc on va peut-être passer au moment de la femme, mais à chaque naissance, il y a quelque chose de différent qu'on touche en tant que femme. Et une ouverture qu'on va rencontrer différemment. Et du coup, il y a une intégration nécessaire pour moi après chaque accouchement. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de ça. Je vais juste rebondir sur tu as parlé des papas et de leur rôle. J'ai envie de partager avec vous la petite victoire. À partir du 1er juillet, en France, les pères ils vont pouvoir avoir 1 mois de congé pater. Et je trouve que c'est une petite victoire qui est nettement supérieure aux 11 jours qu'ils avaient jusque-là. Donc de donner vraiment, de mettre ses pères en avant et de dire, enfin ses pères, ses accompagnants, parce que j'aime bien dire accompagnants, ses accompagnants en avant, c'est chouette. Et de les reconnaître dans leur travail quand qu'est d'accompagner une femme qui vient d'accoucher, c'est important. Est-ce que vous avez pu observer cette dernière année avec la pandémie un peu mondiale, enfin la pandémie mondiale du coup, les accompagnements ou les sphères qui tournent autour des femmes en fragilité ou pas? Oui, moi vraiment. Elle l'exprime très isolée et elles disent qu'elles l'ont choisi d'être isolées par peur de contamination, soit des grands-parents ou... Alors, il y a à l'hôpital, je trouve que ça a amené un plus. Les mamans ont été beaucoup plus disponibles pour leur bébé, pour l'allaitement, pour le pot à pot, parce que c'était... Mais pour certaines, ça a créé vraiment des grosses tensions et un isolement total.
aussi pour les mamans qui étaient déjà écartées, donc de plus pour rien pouvoir faire, rien partager. Cette grossesse n'a pu être partagée avec personne, n'a pu être vécue, encouragée, annoncée, l'accouchement pareil, et donc elles se sentent quand même fort, fort seules. Et même si il a fallu un temps d'adaptation aussi aux professionnels de la santé, les sages-femmes ont toujours travaillé à domicile, etc. Mais même par rapport aux préparations, elles en ont manqué, elles en ont souffert, elles se sont rendues compte et elles ont culpabilisé parce qu'elles ont dit je l'ai choisi, j'ai pas voulu prendre le risque d'exposer mon bébé à d'autres personnes, ou alors avec un masque ou derrière une fenêtre. Mais je pense que ça s'est un peu adouci quand même là maintenant. Mais oui, je trouve que et en suivant les situations plus problématiques aussi, de la précarité, etc., bah, du coup, c'était augmenté, comme s'il y avait une grosse loupe sur les problèmes de société voilà, ça a explosé pour certaines mamans, pour certaines femmes. Et de la difficulté de se retrouver aussi avec leurs aînés constamment, et une charge en plus. Ça, moi, je l'ai très fort ressenti, et elles l'ont exprimé en tout cas. Une détresse assez importante. Et donc, voilà, j'assiste toujours pour d'appeler à l'aide. Déjà, normalement, c'est une grossesse, c'est une période tellement fragile et qu'on a vraiment peur d'appeler à l'aide chez nous, alors que ce soit d'un point de vue privé ou professionnel, il existe plein d'aides. Mais j'insiste sur le fait que ça doit venir que si on accepte d'être aidé, tout va mieux que de forcer le passage. Et je suis sûre, peu importe le chemin et les voies ou les professionnels, ça apporte toujours à plus d'oser en parler à quelqu'un. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Florine, et ton introduction aussi, Céline, par rapport à ce sujet-là, de ce moment de transition, de transformation et de vraiment préparer les couples que oui, ils vont passer par ce moment-là, qu'ils puissent trouver de l'appui autour d'eux, oui, et de savoir que plutôt que de focaliser que sur l'accouchement, parfois on mise tout sur cette préparation-là, on est au top, on accouche et maintenant, et de pouvoir vraiment préparer. Je sais que les sages-femmes font beaucoup de travail là-dessus, de préparer, dans la préparation à l'accouchement, dans la préparation à la maternité, à la parentalité, donc aussi à cet après-accouchement, qu'on puisse le préparer dans les professionnels qui vont nous accompagner, dans la famille, les proches qui vont pouvoir être autour de nous. Donc j'imagine comme oui, les conditions surtout assez strictes autour de la pandémie. Et là en Europe, on fait certainement beaucoup de dégâts dans ces cercles d'appui. Au Brésil, on n'a jamais eu de confinement strict. On a toujours été libre de nos déplacements, même si c'était recommandé de rester à la maison. Du coup, ça a un peu restreint, on va dire, les cercles d'appui, mais peut-être aussi à refocaliser parce que bon, ici, on a aussi l'extrême inverse. On va se retrouver avec beaucoup trop de monde, parfois aussi autour des parents et des familles, et qui parfois vont jusqu'à se perdre de trop de conseils, Voilà, on a toujours l'extrême aussi qui peut arriver. Donc là, j'ai envie de dire que ça a un peu refocalisé le cercle d'appui sur les plus proches qui vraiment, eux, étaient en confinement chez eux et qui, du coup, avaient ce sérieux-là et pouvaient, du coup, venir visiter le bébé. Et voilà, donc, du coup, et je pense que ça a eu du bon peut-être par rapport à ça, effectivement. Oui, et au niveau, j'aurais envie de rebondir par rapport à la pandémie parce que encore ce matin, j'ai échangé avec une femme enceinte qui me disait qu'en fait, vivre cette grossesse durant la pandémie, pour elle, c'était juste bonheur. Parce que son mari et elle, eh ben, ils gardaient le nombril poussé gentiment. Ils ne sont pas pris dans 1200 activités de tous côtés et ils sont focus ensemble sur cette grossesse, quoi. Et je me dis, c'est tellement beau de voir ça aussi et ben oui, d'avoir rencontré aussi des parents qui le partagent, qui ont pu avoir un bébé cette dernière année, à la fois avec la fatigue liée au fait on est tout le temps tous ensemble, et à la fois toutes les femmes qui peuvent partager que c'est tellement génial justement d'avoir cet homme, puisque pour la plupart sont en télétravail, donc ils sont là tout le temps et donc ils sont baignés avec le bébé tout le temps. Et ça, au niveau de l'humanité, c'est quand même rare d'avoir un papa qui reste pendant 6 mois à la maison et qui du coup se retrouve aussi à devoir
à assumer en fait le quotidien, la journée, quoi. Donc, il y a quelque part aussi un cadeau dans ce qui est en train de se vivre. Et pour avoir interrogé plusieurs bébés là-dessus, pour certains, les conditions limitatives qui étaient mises dans certains hôpitaux étaient un peu difficiles, hein, puisque j'ai notamment accompagné des femmes qui se retrouvaient dans le choix au tout début de la pandémie de devoir soit avoir leur sage-femme, soit leur compagnon. Donc, c'est quand même un peu violent comme choix. Mais à la fois, les bébés, ils partageaient qu'il y avait quelque chose de très zen dans cet accueil. Parce que tout le monde était un peu posé, même si parfois, évidemment, ça s'agite à l'intérieur et on a tous été pris avec diverses émotions cette dernière année. Et à la fois, c'est vrai que, et la plupart des familles le témoignent, hein, dans le quotidien, il y a quelque chose d'assez posé qui s'installe, dans le plaisir aussi d'être ensemble et de se découvrir ensemble. C'est beau aussi de voir ça. Ok, peut-être pour terminer, j'aurais envie de vous proposer à chacune de faire un petit mot directement aux parents qui pourraient nous regarder et de l'essentiel de ce que vous auriez envie de transmettre en tant que sage-femme et dans ce chemin de grossesse, de naissance, de postpartum. Alors, à vous qui nous regardez, j'ai très envie de vous encourager à prendre cette place bien au centre de ce processus tellement intime, qui est un processus de transformation tellement profonde pour chacun de vous, que vous soyez mère, père, et de pouvoir faire confiance à votre ressenti. Parce que ce soit pour le choix de votre sage-femme, de votre lieu de naissance, de ceux qui vous accompagneront, mais aussi ce ressenti qui vous guidera aussi pour accompagner cet enfant. Je pense que c'est une belle préparation aussi. Faites-vous confiance. Merci Amandine, merci. Moi, j'ai envie de vous dire à vous, hommes, femmes, qui allez accueillir un nouvel être dans votre famille, vivez les choses. Vivez les choses vraiment, sans vous demander de est-ce que c'est ça que je devrais faire, qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me conseille. Vous appropriez pas les histoires des autres. Il y a tellement déjà de choses merveilleuses à vivre pour ce qui vous concerne, vous, que, exactement comme le disait Amandine, recentrez-vous. Qu'est-ce qui vibre dans votre cœur? Qui est-ce que vous avez envie de rencontrer? 10 km, 20 km, 50 km, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et pourquoi? Et si c'est OK pour vous, ce sera OK pour votre bébé et pour la personne que vous aurez en face de vous. Merci Mathilde, merci. Oui, moi j'ai envie de dire de rester sur cette expérience-ci, même si c'est la première, la deuxième, la troisième, chaque moment est unique, chaque grossesse est unique, il n'y a pas de comparaison, et de rester dans l'écoute de chacun, du bébé, parce qu'il communique ce qu'il préfère, ce qu'il aime, ce qu'il a choisi, le papa, la maman, et de vraiment danser à 3 et à 4 ou 5 avec tous ceux autour de vous. De choisir votre danse, votre musique, votre lieu et les gens qui vous entourent. Merci Florine. C'est tellement ça, vous êtes les acteurs de votre symphonie familiale, les amis. Donc, choisissez les personnes qui peuvent vous accompagner à ce que cette symphonie se révèle et pas à ce qu'elle s'étouffe, qu'elle puisse vraiment partager ces belles notes dans notre humanité. Voilà, merci à chacune de vous, vraiment, c'était très chouette. Et puis, tous les parents, là, n'hésitez pas à commenter et à faire des retours sur comment ça peut vous nourrir dans votre chemin de parents. Et surtout, moi, ça, c'est mon grand truc, aimez-vous. À bientôt.